Oubliez les chaînes en or et les grosses pierres. L'un des ornements les plus recherchés pour les célébrités masculines d'Hollywood et d'ailleurs n'est autre que le collier de perles. ASAP Rocky, Usher, Joe Jonas, Harry Styles, Timothée Chalamet, Shawn Mendes, Pharrell Williams, la liste de ses adeptes est sans fin. Mais connaissez-vous l'histoire du collier de perles de Marilyn et les secrets des perles de culture? Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Tout se passe en 1954 au Japon. Cette année-là, Marilyn a 28 ans. Sa renommée est mondiale. Elle vient d'achever le tournage d'un film dont le succès l'associe à tout jamais au diamant. Dans Les hommes préfèrent les blondes, la star marque les esprits en chantant « Diamonds are a girl's best friend ». Les diamants sont les meilleurs amis des filles. Pourtant, ce que préfère Marilyn, ce ne sont pas les diamants, mais les perles. Joe DiMaggio, son amour de l'époque, ne s'y trompa pas. Vous pouvez prendre n'importe quelle période de l'histoire, les perles seront à la mode, personne ne s'en lasse, la perle évolue avec son temps, évolue avec la société. Léonard Puy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers. C'était la gemme la plus précieuse et ça va le rester pendant très longtemps. La perle ne va jamais passer de mode. Et donc de fait, étant donné cette valeur absolument inestimable pour les perles de belle qualité, on va chercher très tôt à cultiver, à créer des perles. Alors même si visiblement, dès le XIIe siècle en Chine, il y a des tentatives qui sont faites pour créer des microsculptures de nacre à l'intérieur des huîtres, le premier qui va vraiment comprendre scientifiquement le phénomène, c'est le naturaliste suédois Carl von Linné, qui va expérimenter avec des huîtres à cultiver des perles grâce à des implants. Néanmoins, ça reste très compliqué, ça reste fragile, et il faudra attendre vraiment la fin du XIXe siècle, en fait, pour que l'on puisse efficacement produire des perles de culture. Le 14 janvier 1954, à San Francisco, Marilyn Monroe et Joe DiMaggio échangent leurs alliances devant une foule immense. The marriage of Marilyn Monroe and Joe DiMaggio attracts a record crowd to the San Francisco court where the ceremony is performed. Nice work, Marilyn, and the same to you, Joe. C'est le couple le plus en vue. À tout juste 40 ans, Joe DiMaggio est l'un des retraités les plus célèbres d'Amérique. Sur un terrain de baseball, il a amassé plus de coups sûrs que n'importe lequel de ses concurrents. D'ailleurs, il est attendu au Japon pour promouvoir le baseball et peut-être même entraîner l'équipe nationale. Il en profite pour inviter Marilyn en lune de miel sur l'archipel. À la suite de ce voyage au pays du soleil levant, la femme la plus glamour d'Hollywood deviendra l'ambassadrice des perles de culture du Japon, un pays où la perle a un statut très particulier. La région du Japon, elle est étroitement liée à la perle. C'est un petit peu comme pour le golfe arabo-persique, mais c'est pas les mêmes perles. C'est ça qui est intéressant. C'est des perles qui sont très blanches, les fameuses akoya, et c'est quelque chose qui va être très très important dans la culture japonaise et notamment dans l'art érotique, si je puis dire. Il y a un érotisme de la perle qui est lié à celles qui les pêchent, qui sont des femmes. Et si vous regardez les estampes de Hiroshige, de Hokusai, de tous les grands maîtres graveurs sur bois japonais, vous trouverez ces femmes évidemment nues ou à demi-nues qui vont chercher ces perles, qui ont d'ailleurs parfois des problèmes avec certains poissons, avec des pieuvres. Elles font beaucoup d'aventures. Et c'est vrai qu'elles remontent des fonds marins, leur tissu mouillé, ces perles qui, de fait, installent une sensualité très très nette à lier avec la perle. Marilyn et Joe sont installés dans 2 suites de l'hôtel impérial en plein cœur de Tokyo. Depuis une semaine qu'ils sont au Japon,
Ils se sont recueillis dans les hôpitaux militaires, au mémorial d'Hiroshima. Pourtant, partout, la foule les poursuit. Marilyn salue ses admirateurs depuis la fenêtre de sa chambre en souriant. Mais elle est fatiguée. Dans quelques jours, elle doit partir pour une tournée éclair en Corée où elle va se produire devant les soldats en garnison. Et c'est pour elle un grand défi. Joe, pour l'encourager, décide d'emmener Marilyn faire quelques courses dans le très chic quartier de Ginza. Il veut lui faire un cadeau de lune de miel, quelque chose d'aussi beau qu'elle, d'aussi pur que sa peau, et qu'elle pourra toujours garder sur elle. Il a entendu parler d'un bijoutier particulièrement célèbre au Japon et unique au monde, Mikimoto Kokichi. On le surnomme le roi de la perle. Donc à la fin du 19e siècle, les choses se mettent un petit peu en place. Donc cette invention de la perle de culture, elle va se faire en plusieurs étapes. On a vu que des gens comme Bouchon-Brandelli en Polynésie française avaient déjà expérimenté et réussi dans ce domaine. On a vu en Australie un Saville Kent, par exemple, qui va aussi comprendre comment le phénomène fonctionne avec d'autres espèces. Mais c'est vraiment au Japon qu'on va commencer à produire en quantité d'abord des demi-perles, qu'on appelle les mabé, puis ensuite des perles de culture. Et ça, ce sera un travail qui sera d'abord créé par deux hommes, donc Misei et Nishikawa, et puis ensuite par le grand Kokichi Mikimoto, qui va vraiment comprendre la portée commerciale, la portée industrielle d'une telle invention, au point qu'il en inondera le marché mondial à partir des années 20. Sur le chemin, Joe raconte à Marilyn l'histoire de l'entrepreneur de génie. Fils d'un vendeur de nouilles, devenu lui-même vendeur de légumes, de poissons puis de crustacés, il s'était passionné pour la perle au point de réussir l'impossible. Lever le mystère logé au fond des océans et cultiver la perle. Aujourd'hui, Mikimoto Kokichi a 96 ans. Sa ferme aquacole a produit des millions de perles et les soldats américains, après la guerre, ont fait sa fortune en rapportant ces perles au pays. Un véritable empire. La porte de la bijouterie s'ouvre. Le couple est accueilli avec des hommages quasi princiers. Marilyn est émerveillée par les bijoux. Elle découvre les boucles d'oreilles, les broches, les tiares, les colliers d'un éclat unique. Pour l'impressionner encore un peu plus, le directeur du magasin lui raconte que pour l'exposition universelle de New York, en 1939, Mikimoto avait fait recouvrir une cloche de près d'1 mètre de diamètre de plus de 11 000 perles de culture. Tout cela était magnifique. Marilyn n'en croit pas ses yeux. « Toutes ces perles sont fausses, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un air naïf. « Pardon, madame ?» lui répond le directeur. « Ce sont de vraies perles de culture, excepté que nous ne plongeons plus au fond des mers pour les cueillir. Nous déposons une boule de nacre de la coquille d'une moule du Mississippi à l'intérieur du coquillage. Et nous attendons qu'une perle se forme. En 2 ans, la perle sort des eaux. Parfait. » L'intelligence de Mikimoto, c'est de comprendre que ces brevets industriels pour la création des perles de culture vont avoir une portée commerciale. C'est vraiment une mine d'or, entre guillemets, qu'il découvre et qu'il va exploiter, si je puis dire, au point de devenir, au cours du XXe siècle, eh bien, le très principal producteur de perles au monde. Alors, créer une perle de culture, ça on le sait depuis l'inné, c'est pas si compliqué. Enfin, c'est un phénomène qui est simple, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. En fait, il va falloir insérer un implant dans l'huître autour duquel les cellules épithéliales vont créer de la nacre. Mais c'est un processus qui est très long, forcément, puisqu'il faut environ 1 millimètre par an. Donc, si on veut une belle perle, il faut beaucoup d'années. Et forcément, on ne va pas pouvoir ouvrir tous les jours l'huître pour en voir où en est la biominéralisation. Donc, il faut attendre avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup d'imprévus. Et c'est un petit peu comme
Certains whisky, parfois, il faut attendre 10 ans, 12 ans avant de pouvoir goûter et voir qu'est-ce que l'huître aura produit, aura créé, sachant qu'une huître est très fragile, donc elle peut être blessée pendant cette insertion, cette implémentation d'un noyau dans le manteau. Elle peut tomber malade, donc c'est un organisme vivant. Donc tout ça est très complexe, et ce qui fait aussi la fragilité des fermes de perles, des fermes d'huîtres dans le Pacifique, dès lors que la salinité de l'eau va changer, dès lors que la température va monter, dès lors que la pollution de l'eau va entrer en jeu, ça va avoir des conséquences directes sur la culture des perles. Marilyn sort de la bijouterie avec à son cou un petit chef-d'œuvre. Un collier de 39 perles de culture Akoya, lustré avec un fermoir en diamant. Parmi les pièces les plus belles qu'elle ait jamais possédées. À Kobe, le couple est invité par la Central League, l'une des organisations de baseball professionnelles du Japon. On mange du poisson dans un établissement traditionnel du centre-ville. Au milieu des geishas, Marilyn prend la pose avec son bijou de lune de miel autour du cou. 3 jours plus tard, en costume de GI, le collier porte-bonheur rangé au fond de ses valises, elle s'envole et part chanter en Corée devant près de 20 000 soldats. Le sommet de sa carrière, avouera-t-elle un jour. J'étais sur une scène en plein air, il faisait froid, mais je vous jure que je ne m'étais jamais senti aussi bien. Peut-être que le collier que lui avait offert Joe y était-il pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, de retour aux États-Unis, la carrière de Marilyn, endormie depuis quelques mois, repart de plus belle. Et avec elle, la mode des colliers de perles de culture japonaise est lancée pour de bon. Alors on l'a dit, les perles ont toujours été dans l'histoire, ont toujours été à la mode, mais les modes changent. Et donc les perles changent aussi. Et de la même manière que les femmes des années 10 et des années 20 aimaient les petites perles rosées, crémeuses du golfe arabo-persique, eh bien les femmes des années 30 et 40 aimeront les grosses perles blanches, plus monochromes, très géométriques, les fameuses Akoya qui viennent du Japon. Et donc c'est quelque part un nouveau visage de la perle que découvre l'Occident, celui de la perle de culture japonaise. Néanmoins, l'arrivée des perles de culture japonaise en France dans les années 20 n'est pas bien vue par tous. Forcément, les prix pratiqués sont bien moindres que ceux pour les perles pêchées une à une au hasard des huîtres dans le golfe Persique. Et avec différents éléments, la crise de 29, la découverte du pétrole et surtout la surpêche, eh bien, la perle fine va petit à petit disparaître des rayons des joailliers au profit de la perle de culture japonaise. Néanmoins, juste après la Seconde Guerre mondiale, aux côtés des perles blanches Akoya, on trouvera également les perles grises de Tahiti, les perles dorées des Philippines, et des gens comme Paspalais, qui encore aujourd'hui en Australie, fournissent les plus grandes maisons de la place Vendôme. En octobre 1954, sur le tournage d'un film, en pleine rue au-dessus d'une bouche de métro, la robe blanche de Marilyn s'envole. L'image est gravée à tout jamais. Quelques semaines plus tard, le couple se sépare. Le jour du divorce, Marilyn, en lunettes noires et gants blancs, porte le collier de perles de culture Akoya. Et elle le portera toute sa vie en souvenir des temps heureux. Ironie de l'histoire, c'est autour du cou de Jock Pederson ou Brice Harper, star du baseball américain, qu'est venue la mode du collier de perles porté par des hommes. Faut-il y voir un hommage discret au cadeau de mariage de Joe DiMaggio à Marilyn ? À vous de juger. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joaillier avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joaillier. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kédéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.